Je réponds au nom de Jules Logossou. J'ai fait une licence en histoire. Je suis actuellement en master en gestion du patrimoine matériel et immatériel. J'ai écrit mon premier livre sur le premier roi d'Abomey, le roi Ouégbadja. J'ai fait sa biographie avec mon professeur Arthur Vidot. Ce n'est qu'un pan de l'histoire du royaume de Dahomey. Ce n'est pas, en quelque sorte, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, non. On n'a rien que fait une synthèse de ce qui est dit concernant le roi Ouégbadja. Ici, il faut reconnaître que plusieurs auteurs se sont déjà penchés sur les recherches, surtout dans le royaume d'Abomey. Celui qui fait le sujet de notre recherche, nous allons dire que Romuald de Micho-Zono et Jérôme Aladaye ont déjà parlé de ce monsieur. Donc, notre travail consiste à faire la synthèse de son existence et de son règne. Le nom Ouégbadja lui est venu suite à des moqueries qui lui ont été profanées. En quelque sorte, il est né de Gaï Khessou. Gaï Khessou qui a été élu roi des Agasouvi vers le XVIe siècle. Mais il faut reconnaître que Gaï Khessou, avant de reconnaître son autorité, il doit se rendre à Lada pour avoir l'autorisation de son autorité sur les Agasouvi, sur le plateau d'Abomey. Il demanda à son frère Dakodonou de gérer les affaires familiales avant qu'il ne revienne. Après son départ, son frère Dakodonou a usurpé le pouvoir. Donc j'annonce ici le premier coup d'État organisé dans le Dahomey a été perpétré par Dakodonou qui usurpe le pouvoir, ainsi profite de cet instant pour faire une alliance de sang, des pas de sang avec les gens de la cour royale et quelques membres influents de la famille. Ainsi, il arrache de son frère sa femme, dont la mère d'Okbo, qui a pour nom après Aro. Et à son accession au trône, il prend pour le nom fort Ouégbadja. Donc, Dakodonou, arrivé sur le trône, a adopté l'enfant de son frère Gaï Khessou et a usurpé aussi de sa femme, ce qui a fait que sur la naissance de Aro, il y a quelques polémiques. D'autres disent que c'est l'enfant de Dakodonou, mais si on se réfère aux écrits du professeur Romuald de Micho-Zono et de Jérôme Aladaye, on voit clairement que, en fin de compte, Aro, qui plus tard, sur le nom fort de Ouégbadja, n'est rien d'autre que le fils de Gaï Khessou. C'est ainsi qu'au cours du règne de Dakodonou, que Aro a été choisi comme prince héritier, c'est-à-dire le Vidaro. Quelques années plus tard, il y a eu des discordes entre Dakodonou et le prince héritier suite à un petit problème de famille. Je dis ça, c'est un petit problème parce que si on se réfère à l'écrit du professeur Félix Abiora Iroko sur le conflit entre
d'Akodonu et Aho, il est clairement dit que dans les habitudes des coutumes en milieu fond, quand un père va demander la main d'une fille en mariage à son enfant, il faut que la fille passe quelques mois ou quelques semaines dans la chambre du père d'abord. Il faut que le père en profite avant que la fille ne regagne le foyer conjugal, c'est-à-dire son époux. Ceci a créé des mécontentements dans les... a créé des mécontentements chez ce dernier Aho, donc qui a exprimé ses mécontentements vis-à-vis du roi. Et pour ne pas s'arrêter là, d'Akodonu a vu que son héritier poussait des ailes. Donc pour cela, il a été accusé d'avoir eu d'intimité avec la femme. Donc ce qui a fait qu'il a été banni du trône, il a été banni du prince héritier, il a été renié et chassé de la famille. Ainsi, il s'est éloigné de 3 km d'un village non loin de Wawe. Et il s'est installé chez un des ennemis forts de son oncle d'Akodonu, qui est Adini. Et il a su gagner la confiance de ce dernier. Et quelques années plus tard, pour revenir dans son royaume et regagner ses prérogatives de prince héritier de Vidaho, et il a gagné la confiance de l'ennemi de son oncle qui est Adini, et essaya ainsi d'influencer sur la vie sociale de ceux-ci, parce que c'est un travailleur. Il faut reconnaître que Aho est grand de taille, fort, un homme qui aime la chasse, et il se livrait une guerre qu'on appelle contre les buffles et les éléphants, d'où le nom de Guelivé, c'est-à-dire éléphant rouge, parce qu'il est de teint clair. Il faut reconnaître que c'est toutes ces valeurs-là qui ont fait que Adini l'a accueilli. Et quand il l'a accueilli avec sa qualité d'agriculteur, de travailleur, donc il a gagné la confiance de presque tout le monde. Mais il faut reconnaître que les conseillers proches du roi Adini n'ont pas accepté la décision prise par ce dernier. Mais il s'avérait que cette résilience de ces conseillers ont porté leurs fruits, parce que le prince Aho a trahi la confiance de Adini, lui a décapité et après a ramené la tête de ce dernier au roi Dako, qui lui a redonné la confiance, a convoqué la cour et ils ont revu le cas de ce dernier et on l'a réintégré dans son rôle de prince héritier de Vidaho. Donc c'est ainsi qu'il est revenu sur ses pas. Mais il faut reconnaître que Aho est quelqu'un de rusé. Parce qu'il a compris en fin de compte que son retour dans son royaume d'origine n'était pas bien vu. Donc il s'est ne serait-ce que éloigné un tout petit peu de Wawe pour installer son palais à Kwati Sakwe. Donc ce qui veut dire qu'on appelle à côté de Kwati. Or ici on parle du fromager. Donc c'est ainsi qu'après le décès du roi, il faut reconnaître que du vivant du roi Dako, Aho a donné les secrets à son oncle pour pouvoir annexer
le royaume de Adigny, ce qui a été fait. Et il s'est lancé comme bataille, combattre tous les ennemis de son oncle Dako. C'est ce qu'il a fait. Et après la mort de ce dernier, il prend le trône sous le nom fort de Wegbadia. Il a régné de 1645 à 1685. Et son règne a été mouvementé sur le plan politique et administratif, sur le plan économique et religieux. Sur le plan administratif, il faut reconnaître que Wegbadia a réorganisé le royaume de Dahomey. Parce que c'est sous son règne qu'il a tué le roi Dan, a installé un pilier dans son ventre et en a construit une case, d'où le nom de Dahomey. Tout simplement pour dire que Wegbadia a tué Dan et a construit dans son ventre une maison, donc du nom de Dahomey. Sous le règne de Wegbadia, il faut reconnaître que il a écrit une 41 lois. Et c'est sur ces 41 lois qu'il a dirigé son royaume. Sur ces 41 lois, nous avons 16 lois qui s'occupent de l'administration, de l'organisation de l'administration, et 9 qui s'occupent du social. Dans ces 16 lois, il faut reconnaître que l'installation administrative, la gestion du pouvoir est décrite dans ces 16 lois. Et il faut le féliciter, il faut féliciter ce dernier parce que quoi? Moi, je le classe aujourd'hui parmi les premiers constitutionnalistes africains. Les premiers constitutionnalistes africains qui a su rédiger en 1645-1685 une première loi qui a dirigé les Noirs. Après ça, sur le plan organisationnel, il a développé l'agriculture. Il a développé de façon stratégique l'agriculture au Dahomey. Et ça, nous lui devons cela. Sur le plan social, il faut reconnaître que la gestion du royaume n'était pas à lui seul, c'est-à-dire il est le seul bourreau et tout lui revenait, non. Il a géré et avec les princes et avec les roturiers, c'est-à-dire les hommes libres et les esclaves, le royaume de Dahomey. Durant la recherche concernant le roi Wegbadia, nous nous sommes rendus compte que sur le plateau d'Abomey, il existait d'autres peuples avant l'arrivée des Agasouvis. Et parmi ces peuples, il faut mentionner la présence des Fons, bien sûr, qui sont venus après. Il y avait les Nago, les Za, les Sahé. Il y avait aussi les Chi qui existaient sur le plateau d'Abomey. Donc, l'arrivée de ce dernier qui a su coordonner et administrer ce peuple montre en quelque sorte que sur le plateau d'Abomey, il y avait déjà le symbole d'une nation. Je veux ici parler de la migration du peuple Ewe devenu Wachi au Dahomey. Dahomey, actuelle République du Bénin. Je veux parler premièrement du XVIIIe siècle. On parle de 1902 et 1702. En 1702 principalement, si nous référons aux écrits du professeur Gaïbo sur les migrations, le peuple Ga, le peuple Za
le peuple Adangbe, le peuple d'Evé, ont quitté le Ghana suite à des conflits d'intérêts. Ici, les peuples Evé ont pris le départ. Ils se sont installés à Flaou. À Flaou, ils sont allés premièrement à Tado. Et après à Tado, ils sont revenus s'installer dans le royaume de Agonkoli, où le général Akiti a pris la gestion de l'armée d'Agonkoli. Après cela, ils se sont trouvés dans une inconformité parce qu'il y a eu conflit de succession. Il faut reconnaître ici que le peuple Wachi est un peuple qui n'aime pas la guerre. Donc ils ont pris encore le départ du royaume d'Agonkoli et ils ont traversé le fleuve Mono. Ils sont venus s'installer sur le plateau de Komé. Aujourd'hui, le nom Komé lui est donné suite à des événements que je vais expliquer tout à l'heure. Il faut reconnaître que le général Akiti n'était pas roi, il était simple chef de guerre qui a dirigé son peuple depuis le Ghana jusqu'au royaume d'Agonkoli. Et après, il s'est installé à Komé, où vivaient déjà les Pédas, les Khula et quelques parties de Sahwe. Arrivé sur les lieux, il s'est adressé au chef de terre avec qui il s'est entretenu, où il a payé quelques tribus pour s'installer. Et quand il a fini sa discussion avec le chef de terre, les enfants du chef de terre lui ont posé la question à leur papa après le départ de leur hôte, mais que vient faire ce monsieur? Et comme le chef de terre est un Péda, et il parle le Péda en disant Ewa Loechine, d'où le nom Wachi. Il s'est installé peu à peu. Il fait asseoir sa famille, ses parents, ses amis. Le royaume a commencé par s'agrandir avec la conquête de Poviji, de Tojonukwen, d'Atieme. Aujourd'hui, on reconnaît la présence des Wachi à Atieme. Aujourd'hui, nous avons 54 villages où on peut compter les Wachi, où on parle correctement le Wachi. Nous pouvons compter aujourd'hui 54 villages dans l'espace géographique du Bénin. Et ce monsieur qui a su diriger ses frères a d'abord changé le nom du lieu où il est venu s'installer. Comment? Qui veut dire simplement vous allez m'éventrer et me fumer. Sinon là où je suis venu, je ne quitterai plus. Ko-man, wakoum, yewaman. C'est tout ce que ça veut dire. C'est ainsi qu'en 1715, il s'est fait introniser roi des Wachi sur le plateau de Komé. Et c'est sous le règne du roi Agadja à Bomé, où il y a eu entre Agadja et lui plusieurs affronts, où le nouveau royaume des Wachi a battu les fonds. Après cela, il s'est fait qu'il est tout juste à côté des Khula, de Montoa Oussan. Et puisque c'est des peuples qui ont eu presque les mêmes histoires, ils ont quitté les mêmes origines avec les guerres de succession et autres jusqu'à ce qu'ils s'installent chacun, les Khula derrière les gens de Glidji, les gens de Folie Bébé. Ils se sont installés eux aussi, mais
il s'est fait que la proximité entre les Khula et les Wachi a commencé par donner des hégémonies. Donc, ce qui a fait que il y a eu de guerre entre les Khula et les Wachi. Puisque les Wachi, eux, ils avaient des techniques de guerre différentes de ce que les Khula faisaient. Ils ont battu les Khula parce que quoi, les Wachi, eux, ils installaient des techniques de limage des dents. Donc, au lieu d'aller en guerre avec les flèches, les haches et autres, eux, ils allaient pour mordre, pour boire le sang humain. Il faut reconnaître que c'est ce qui se faisait. Et c'est ainsi qu'ils ont vaincu les Khula. Et pour asseoir leur hégémonie sur les Khula, ils ont arraché le village de Soron. Soron, tout simplement, qui dit en fond, ils ont fui avec leurs armes. Et Ron, Poso et Tonlekpo, ils ont fui avec leurs armes. Donc le village existe jusqu'aujourd'hui, même s'il est peuplé par des Wachi et des Khula, c'est le Wachi qui est parlé dans tout le village. C'est ainsi que le roi Metaousan et le roi Zonon, qui est le roi des Pédas, qui ont quitté sa vie pour s'installer dans les zones de Gézin, Pétou, jusqu'à Dégoué, ont vu la puissance et le pouvoir de ce dernier, ont dû s'associer avec lui pour aller contre l'expansion du royaume d'Abomey, qui aussi influençait sur ces peuples. C'est ainsi qu'il y a eu une alliance entre ces trois royaumes pour combattre les fonds d'Abomey. Ce qui a fait que de 1715 à 1760, où le roi Akiti a régné sur les Wachi, il y a eu de farouches guerres que les fonds n'ont pas gagnées sur les Wachi, les Khula et les Pédas. C'est ainsi que le roi Akiti a vécu à Komé. Et il faut reconnaître que sa mort est venue suite à l'attaque de Glekwe, où il a manqué le chef de canton qui était à Glekwe. Il a manqué, donc il a dû tuer sa femme pour le marquer. Et c'est sur le chemin de retour qu'il a été rattrapé par ce dernier. Et ce dernier l'a fusillé sur les engrenages de Doi. Doi qui veut dire Awangan Ido. C'est-à-dire le roi est mort. Donc le village Doi existe aujourd'hui, un village qui a été attribué aux Khula suite à la collaboration qui existe entre les Khula, les Pédas et les Wachi. Donc le village a été octroyé aux Pédas, d'où vit aujourd'hui les Pédas. C'est ainsi l'histoire des Wachi sur leur départ depuis le Ghana, au passage de Togo jusqu'au Bénin, actuel Bénin plutôt. Donc je veux mentionner ici que Komé a trois noms. Premièrement, Aklo. Et après, Aglazoumé. C'est suite à la guerre contre les fonds sous le règne d'Agadja que Komé a eu le nom de Aglazoumé. Aglazoumé qui veut dire simplement le village des chiens. Parce que quoi, il faut reconnaître que eux, ils allaient en guerre avec leurs dents. Parce qu'ils avaient les dents limées. Et quand ils te prennent par la gorge, c'est que tu es mort. C'est par là que les Pédas qui existaient dans le royaume de Dahomey ont su rapporter au roi Agadja que, en fin de compte, là où vous nous avez envoyé, que c'est des chiens, c'est des humains qui se transforment en chiens qui nous ont attaqués là. C'est comme ça qu'ils ont été vaincus et ils ont donné comme nom
à Komé, à Glazouin, dont le deuxième nom est le nom Komé, qui a su triompher tous les autres noms que nous connaissons de Komé aujourd'hui. Ici, je vais vous parler de l'histoire toujours des Wachi. Des Wachi, en fait, de compte, qui ont quitté l'Arabie Saoudite jusqu'à s'installer en Égypte, en Éthiopie, au Tchad, au Nigeria, du Nigeria jusqu'au Ghana, et aujourd'hui, ils se retrouvent sur le plateau de Komé, sur le nom des Wachi. Les Wachi avaient des noms, des prénoms qu'on donnait à leurs enfants avant la prise de contact avec les Blancs, avec l'Occident. Et ces noms sont des noms événementiels. C'est-à-dire, ça peut être le décès d'un oncle, ou qu'on appelle la forme physique de l'enfant peut être attribuée à un animal féroce, ou le nom de l'enfant peut être attribué à une situation familiale. C'est ainsi qu'on peut avoir les noms comme Amolongbe, qui veut dire le jour où l'amour est né. Amolongbe. Akbele Sessi, qui veut dire la vie est dans la main du destin. Non? Clicquot, qui veut dire, en fin de compte, cette situation-là, elle est têtue, elle est perdue. Des noms ont été donnés. Des prénoms qui magnifiaient, des prénoms qui avaient des significations rationnelles de notre société, qui racontaient les vécus. Assou Poibo, rien que pour dire, Assou, en quelque sorte, ça signifie que l'enfant est jumeau, et Poibo, parce qu'il avait la peau noire, il ressemblait à un lion noir. Compte tenu de sa forme physique et de sa souplesse, on lui donne le nom lion, mais puisqu'il est noir, on lui dit qu'il est un lion noir. Or, il est né jumeau, donc d'où le nom Poibo. C'est ainsi que nos ancêtres donnaient des noms à leurs enfants. Des noms qui ont des significations claires, qui ont rapport avec des événements heureux ou malheureux. C'est ainsi que la prise de contact avec l'Occident a commencé à changer certaines attitudes, certaines manières de faire. C'est ainsi que les façons de donner le nom a commencé à changer. Mais il faut reconnaître que nos ancêtres ne se sont pas arrêtés là parce que quoi, ils ont une prise de contact avec l'Occident, donc ça a directement influencé. L'Occident est venu avec leur calendrier, dont le calendrier grégorien, où on compte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nos ancêtres se sont assis et ils ont pensé réorganiser ce calendrier et l'adapter à leur réalité. C'est ainsi que quand l'occidental donne un nom qui a rapport avec la naissance, un enfant qui est né un lundi, nos ancêtres aussi donnaient le nom qui a rapport avec leur réalité à eux, mais qui est un enfant qui est né sur un calendrier romain. C'est-à-dire, si l'enfant est né un lundi, il est appelé Kodjo. S'il est né un mardi, il a un nom. Un mercredi, un jeudi, un vendredi, il a aussi un nom qui a rapport avec les réalités de chez nous. Mais il faut aussi reconnaître que les jumeaux ont leur nom prédestiné. L'enfant qui est né, c'est-à-dire, on suppose que c'est des filles qui sont nées de façon consécutive. La troisième fille a un nom qui est appelé Kai. Quatrième, Chocho. Cinquième, Amasan. La sixième fille plutôt, est appelée Kaïsan. C'est systématique. Ça ne respecte plus la déontologie du calendrier grégorien. Ça respecte les donnes des réalités de nos ancêtres. C'est ainsi que si c'est des garçons qui sont nés de façon consécutive, le troisième garçon est appelé Abessan,
le quatrième Anani, le cinquième Anoumou, ainsi le sixième, le septième, s'ils sont nés de façon consécutive. C'est ainsi que, il faut reconnaître également que l'enfant qui est né avec le placenta, si c'est une fille, est appelé Aoumessi. Si c'est un garçon, il s'appelle Aoumé. Si l'enfant est né sur le chemin, on suppose que la mère est à terme, mais ne sachant pas que c'est aujourd'hui je vais accoucher ou c'est demain, elle va au champ ou bien elle va au marché ou bien elle allait quelque part et elle est entrée en travail. Elle accouche en chemin. L'enfant est appelé, si c'est un garçon, il est appelé Alikhonou. Si c'est une fille, elle est appelée Alikhossi. C'est ainsi que nos ancêtres ont donné des prénoms à leur descendance.